Merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque matin et nous sommes en ligne en direct avec Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur la chaîne I24 News que l'on connaît bien et la chaîne LCI également. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va évidemment parler de l'actualité en Israël, de ce qui se passe, la libération des otages attendus d'ailleurs avant samedi. Mais d'abord je voulais quand même avoir votre regard, votre sentiment, puisque c'est aujourd'hui une journée un peu spéciale. 27 janvier, c'était il y a 80 ans, la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau. On sait qu'une trentaine de chefs d'État seront sur place en Pologne. C'est le ministre israélien de l'Éducation qui représentera Israël. Qu'est-ce que cette journée, rapidement Raphaël, représente pour vous et pourquoi c'est encore important de commémorer cette date anniversaire? Cette journée est importante bien sûr pour la mémoire, mais surtout pour l'éducation. Car le problème aujourd'hui, c'est l'éducation. La montée de l'antisémitisme est due à une lacune dans l'éducation des jeunes. Alors ignorance de l'histoire, ignorance de qui sont les Juifs, ce qu'est Israël. Et donc, il est regrettable de constater que 80 ans après la Shoah, l'humanité n'a pas tellement progressé sur ce thème. Et il y aurait peut-être même des pas faits en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, 80 ans après la Shoah, de voir les manifestations pro-palestiniennes dans les rues de Paris, c'est un échec du devoir de mémoire, un échec de l'éducation devant une jeunesse dont la haine est pour principale source l'ignorance. Alors, on revient à l'actualité en Israël, Raphaël. Situation toujours compliquée pour les familles d'otages qui sont dans l'attente. Alors, apparemment, ça y est, c'est officiel. Arbel Yehoud, la civile qui aurait dû être libérée le week-end dernier, sera libérée cette semaine. Pourquoi ça a pris tant de temps? D'ailleurs, il y a eu beaucoup de confusion ces derniers jours. Pourquoi le Hamas n'a pas libéré comme c'était prévu Arbel dès samedi dernier? Alors, le Hamas voulait se garder certaines cartes et il a profité du fait qu'Arbel était aux mains du djihad islamique pour jouer là-dessus, en faisant croire, comme il l'a fait beaucoup de fois par le passé, qu'il ne contrôlait pas le djihad islamique, que le djihad islamique n'en faisait qu'à sa tête, tout cela pour semer l'inquiétude et pour permettre au djihad islamique de venir avec des revendications à eux. Car le djihad islamique, en vérité, n'est pas tellement en faveur de cet accord et de cette libération des otages. Et il représente du côté palestinien un petit peu la tendance Ben Gvir, Smotrich du côté israélien. Mais en fin de compte, on voit bien que le Hamas est le patron, et donc le djihad islamique a dû plier et accepter de rendre cet otage, de même qu'en Israël, Benjamin Netanyahu est le patron, et M. Ben Gvir a dû démissionner du gouvernement parce qu'il était en désaccord avec le Premier ministre. Oui. Et donc, les choses semblent rentrer dans l'ordre. Alors, par ailleurs, Benjamin Netanyahou avait dit que tant qu'Arbel ne serait pas libéré, les Palestiniens ne pourraient pas revenir chez eux au nord de la bande de Gaza. Mais on voit que là, ce matin, ça a déjà commencé. Les Gazaouis sont en train de rentrer chez eux. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a des contrôles de sécurité qui ont été mis en place pour vérifier justement ces convois par Israël ou pas du tout? Vraiment, là, ils rentrent chez eux sans contrôle? Alors, sur le papier, il devrait y avoir des contrôles de membres de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire de l'OLP, et des forces de sécurité égyptiennes. Sur le papier, en vérité, il n'y a aucun contrôle. Et donc, en ce moment, au même où nous parlons, parmi les milliers de gens qui remontent du sud vers le nord à Gaza, il y a des terroristes, c'est sûr. Il y a des terroristes, c'est sûr, c'est ce que vous nous dites. Pourquoi Israël laisse faire justement parce que, alors Netanyahou avait dit que tant qu'Arbel ne reviendra pas, je l'ai dit, il n'y aurait pas de retour des Gazaouis. Pourquoi l'avoir autorisé? Alors ça fait partie de l'accord. Comme je l'ai dit, sur le papier, l'accord prévoit ce retour du sud vers le nord, oui, mais avec des contrôles. Les contrôles, tout simplement sur le terrain, n'ont pas vraiment lieu. De là à annuler l'accord ou la continuation de la libération des otages, oui. Il y a une réflexion à faire. Il ne faut pas se leurrer, même avec des contrôles,
il y a encore des tunnels, il y a encore des endroits par lesquels les terroristes peuvent s'infiltrer du sud vers le nord. Et donc, il est préférable, si notre but prioritaire est la libération des otages, eh bien, il est préférable de avaler des couleuvres. Et on va en avaler beaucoup. Si on veut véritablement que tous les otages reviennent, on va être obligé de subir toutes les facéties du Hamas, du djihad islamique, et à chaque fois, donc, d'être traité en yo-yo un peu. On va être obligé de garder notre sang-froid, d'avoir les nerfs solides pour atteindre notre objectif. Sinon, à chaque fois, on va vouloir briser l'arrangement. Et là, évidemment, c'est le retour à la guerre. C'est vrai que la priorité, c'est le retour des otages, évidemment, mais il y a un échec aussi, finalement, de ce qu'on voit des terroristes qui reviennent sur le terrain. D'ailleurs, il y a cette vidéo de Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui a été éliminé il y a quelques mois par Israël. On l'a vu ce week-end dans des vidéos. Il apparaissait dans des maisons où il y avait écrit sur les murs des mots en hébreu. Donc, ça veut dire que Tsahal était déjà passé par là. Yahya Sinwar a pu retourner dans des zones qui avaient été logiquement nettoyées par l'armée israélienne. Et là, ce qu'on voit finalement, Raphaël, c'est que rien n'est... Enfin, tout revient comme il y a 15 mois finalement. Donc, est-ce que pour vous, c'est aussi un échec, entre guillemets? Absolument pas. Militairement, le travail a été fait. On a démantelé toute l'infrastructure militaire du Hamas. Ce qui reste, ce sont des poches de résistance, ce sont des cellules plus ou moins autonomes qui sont dispersés dans Gaza. Et même si on occupe Gaza avec 200 000 soldats, il y aura toujours des cellules de terrorisme. Ça, on ne peut pas supprimer le terrorisme. Et donc, ce qui a été obtenu, c'est un démantèlement de la force militaire du Hamas, surtout sur le plan des roquettes qui étaient tirées vers Israël. Là où il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi aux politiques pour capitaliser sur cet acquis militaire. L'acquis militaire est ce qu'il est. Il est précaire, c'est vrai. C'est-à-dire si on ne trouve pas une solution alternative à l'administration de Gaza par le Hamas, l'acquis militaire ne servira à rien. L'échec est donc un échec politique, mais certainement militaire, avec une grande différence. C'est que même si aujourd'hui le Hamas se redéploie, même si aujourd'hui le Hamas recrute de nouveaux combattants, ça a aujourd'hui une observation beaucoup plus intense de ce qui se passe dans Gaza. On a laissé sur le terrain énormément d'outils technologiques et d'informateurs qui nous permettront de savoir exactement ce qui se passe dans Gaza, inclus où se trouvent les terroristes que nous avons libérés, avec la rapidité éclair qu'il y aura d'une intervention de Tsahal si nécessaire. Nous avons des corridors opérationnels qui permettront à Tsahal, et avec l'infrastructure qui a été détruite et ce qui est resté sur le terrain, d'opérer très 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 rapidement, de rentrer de façon éclair où ils voudront, quand ils voudront, si nécessaire dans Gaza. Alors on parle de solutions, c'est vrai, vous en parlez, Raphaël. On sait que Steve Witkoff, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient de Donald Trump, se rendra cette semaine en Israël pour superviser le cessez-le-feu. Et puis on a entendu Donald Trump, cette proposition qu'il a faite de déplacer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. C'est une proposition qui avait déjà été faite par Bezalel Smotrich, notamment par Itamar Ben-Gvir, les ministres de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut accorder du crédit à cette proposition? Alors, sur le plan pratique, ça paraît difficile. Sur le plan historique, c'est vrai. Les Palestiniens qui vivent en Judée-Samarie, ce ne sont pas des Palestiniens, ça n'existe pas. Ce sont des Jordaniens. On appelle ça d'ailleurs la Cisjordanie, ce sont des Jordaniens. Les Palestiniens de Gaza, ce ne sont pas des Palestiniens, il n'y a pas de Palestine à Gaza, ce sont des Égyptiens. Ils appartenaient à l'Égypte. C'est l'Égypte qui n'en veut pas. L'Égypte ne veut pas de Gaza. La Jordanie ne veut pas de la Judée-Samarie. Ils sont très contents de s'en être débarrassés. Et donc, en un certain sens, il serait préférable pour l'avenir du peuple palestinien qu'il revienne dans le giron des États sous lesquels il avait vécu, puisqu'il n'aime pas l'occupant sioniste, entre guillemets. Ceci étant dit, je peux vous assurer que la grande majorité
dès la jeunesse de Gaza n'a qu'un rêve, c'est de quitter Gaza. Ils n'ont aucun avenir sur le plan professionnel, économique, dans Gaza, qui est trop pauvre. Ils rêveraient d'aller dans d'autres pays du monde, peut-être pas en Égypte, mais certainement au Canada ou en Australie. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. Merci pour ces informations ce matin, pour cette analyse. On vous retrouve avec grand plaisir chaque lundi également, bien sûr, en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Raphaël, et je vous dis à la semaine prochaine. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.